Eh ben c'est parti, on prend les mêmes et on recommence, hein, l'UFC de retour en Angleterre. La dernière fois c'était le 304 à Manchester, bon cette fois-ci ce sera à Fight Night, donc ce sera aux horaires locales. Alors il y a du monde, hein, on va connaître où on est à cette faune locale. Des combattants britanniques, des combattants irlandais, il y a même Gunnar Nelson, l'Islandais, qui s'invite à la fête. Ce qui est intéressant de voir, c'est que pas mal de combattants qui sont sur la carte n'ont pas combattu depuis le 304, puisqu'ils y étaient déjà. Je pense à Edwards, McCann, Wood, Bannon, Leroy Duncan, Parkin, Lofran. Des combattants qui étaient arrivés un peu plus sur le tard la semaine suivante à Abu Dhabi. Il y a Jay Bert, Kuta Teladze, qui a battu Vucinic, qui sera là. Et Koué Fernandez d'ailleurs aussi. Bref, du beau monde. Après, quand on a les combattants anglais, britanniques, tout ça, qu'est-ce qu'il y a? On a Fletcher aussi, Kavanagh qui seront présents. Ce qui est assez notable, c'est que les stars de l'UFC, les stars britanniques, à part Edwards, pas se mentir, il manque forcément Aspinall, on sait pourquoi, Pimblet, qui est prévu plus tard, et MVP qui sera pas là non plus. Donc, sur cette carte, on aura quoi? Des combattants attendus au tournant. Pour beaucoup, hein. Vraiment, là, ils doivent livrer une copie remarquable, hein, s'ils veulent pas s'embourber dans le ventre mou pour plus d'un an encore, hein, dans leur KT. C'est Carito Johnson pour le radar de l'UFC. On va voir donc dans quel ordre tout ça. Je vais essayer de le faire dans l'ordre, là. Alors, Kuta Teladze contre Fernandez. Alors déjà, à la fin du podcast, il y aura encore un petit récap, je pense que je ferai ça. J'ai pas encore regardé les codes pour tous les combats. J'en ai une ou deux, mais c'est tout. Donc je verrai ça, je rajouterai ça à la fin, quand je posterai la vidéo. Là, on part sur les lightweight. Kuta Teladze contre Koué Fernandez. Donc, le Georgien contre le Brésilien. Georgien, Kuta Teladze, mais il s'entraîne en Suède, si je dis pas de bêtises. À Stockholm, hein. Ceinture noire de JJB, Kuta Teladze. Ça va être très intéressant dans ce match-up. Oui, parce qu'il y a des points communs, des choses qui reviennent souvent dans ces combats. Ce balancement pendulaire un peu, il a des feintes très efficaces. Attention à son Muay Thai. Hein. Kuta Teladze, vraiment, là, ce qui va le définir pour moi, c'est son Muay Thai. Très fort, très solide dessus. Vraiment des coups de violents. Il y a aussi, il n'y a pas que ça, hein. Il y a des bons 1-2, des bons high kicks. Des bons middle, des bons body shots, voilà, les calf kicks. Au niveau du kick, ça va, il y a ce qu'il faut. Il a une très bonne défense au sol. Et après, bon, ce qui est chiant, c'est quand il est en dirty, il cible pas très bien, quoi. Et généralement, il tape dans la garde de son adversaire. En face, Koué Fernandez, 30 ans, Kuta Teladze en a 33. La longe est à peu près la même, hein, 112 pour Kuta Teladze, 73 pour Fernandez. Fernandez, alors lui, je trouve qu'il a de bonnes entrées. Quand il va rentrer pour frapper, c'est pas commun. Pour beaucoup de combattants, c'est pas notable. Lui, oui, on peut voir il sait comment rentrer, aller au contact pour envoyer ses frappes. Lui aussi, un très bon kicking varié. Ses calf kicks, notamment. Alors ça, bon, surtout contre Yaya, qu'on l'a vu. Il est très bon en clinch à la cage, mais pas au centre, en fait. Hein. Quand ça clinch au centre, c'est pas top. Là où, justement, Kuta Teladze pourrait avoir un avantage avec, justement, cette pratique du Muay Thai. Alors, ce qui va être intéressant du côté de Fernandez, ça va être d'attraper les kicks de Kuta Teladze, puisque, comme j'ai dit, il en envoie plein, pour l'envoyer au sol. Mais, une fois au sol, faut savoir que Kuta Teladze a une excellente défense. Donc pas sûr que ça mène à grand chose. Et les problèmes du coup qu'on va voir chez Kuta Teladze, non, chez Fernandez. Chez Fernandez d'abord, c'est que il est long à recomposer, quoi. Il y a un temps de recovery qui est trop long. Il va se manger des jabs et des bras arrière. Alors, ça c'est surtout concernant les 1-2 de Kuta Teladze. Ça va être violent pour Fernandez. Je trouve qu'il niveau du cardio, je sais pas, en tout cas, il sort du combat au 3e round. Qu'on voit pas du côté de Kuta Teladze, qui est capable de tenir. Par contre, Kuta Teladze, lui, ses points faibles, ça va être pas mal de kicks, notamment les stop kicks. Et qu'on a vu, tout ça, c'est ce qu'on a vu du côté de ces combats contre Brenner et Vucinic.
tout ce que j'ai dit, ouais, ça se retrouve de toute façon dans tous ces combats. Lui aussi, au niveau des bras arrière, comme s'il y a ce shadow jab pour envoyer un bras arrière, les combattants font souvent ça. Et là, on sait que Fernandez en envoie de très bons pour contrer les entrées. Et ça peut faire mal à Kutateladze. Et ensuite, le problème, alors c'est pas forcément du fight IQ, mais il y a un problème dans ce que propose Guram, c'est qu'il se répète. Et à force, il risque de devenir lisible. Après, il faut voir au niveau de l'expérience et la lecture de Fernandez, est-ce qu'il arrive vraiment à saisir ce genre d'opportunité? Ah, c'est à voir. Là, sur le papier, moi, je vois Guram favori à 55%. Je pense qu'il y a de quoi... mettre à mal Fernandez avec ce Muay Thai, il est efficace en fait. Je trouve qu'il est efficace, Kutateladze à un niveau moyen, et je pense que c'est le niveau de Fernandez, ça va lui poser problème. Je suis pas sûr que Kutateladze après monte, on le sait, il va pas monter non plus dans les hautes sphères, mais voilà, Fernandez, ça va être difficile pour lui. Plusieurs fois qu'il n'y a pas de combat, c'est reporté, tout ça en plus. Peut-être que là, il va être motivé, décidé, mais je sais pas, j'ai des doutes. Je suis pas forcément convaincu là-dessus. Ensuite, on va voir quoi chez les Bantam. Alors, chez les Bantam, bien de le préciser, Loughran contre Fletcher. Fletcher qui se battait chez les Featherweight et qui là va partir chez les Bantam. Ok. En tout cas, c'est annoncé comme ça. C'est bien suivi par l'UFC. À voir ce que ça va donner. Fletcher, lui, il est anglais. Il est gaucher. Ses combats à l'UFC, alors... il commence en 2024 à l'Apex dans le main... le main event, c'était Brady contre Burns, justement. Donc Brady qui est là aujourd'hui encore en main event. Sinon, il vient du Cage Warrior et du Tough. Alors, pas mal de combattants qui viennent du Cage Warrior. On est quand même sur l'Angleterre, la scène britannique en général, irlandaise. Donc, on va en avoir pas mal qui viennent du Cage Warriors. Il a fait le Tough. Il a un très bon grappling autant pour chercher soumission que pour envoyer du ground and pound. C'est intéressant du côté de Fletcher, j'aime bien ça. En face, Loughran, lui, il est irlandais. On l'a vu à Paris, il aime bien faire la provoque. Alors, chez Loughran, il y a un truc particulier, c'est qu'il donne l'impression d'être impactant, mais je ne sais pas, en fait, si vraiment il est impactant, parce que ses adversaires ont l'air de pas être vraiment, affectés par ce qu'il envoie, donc... Après, il met pas non plus beaucoup de volume, c'est vraiment, il va essayer d'envoyer une grosse frappe. Ça donne l'impression d'être une grosse frappe, mais est-ce que c'en est une vraiment? Du coup, ça lui fait, en fait, le fait de pas envoyer trop de volume, un déficit en général dans ses combats au niveau du score. Parce qu'en termes de frappe significative, du coup, on en compte moins. Et... alors, il a un bon IQ au niveau de son anglaise. C'est pour ça qu'il est vraiment choisi ses frappes en général. Mais parfois, il peut se montrer trop confiant. Et on l'a vu contre Pacheco, ça va lui porter préjudice. Et ceci dit, il est également vulnérable au contre. Il est sensible au contre. Ça, on l'a vu contre Adley. Et notamment du bras arrière. Fletcher va en envoyer. Attention à ça. Ce qui est assez étrange aussi dans ce match-up, c'est que Loughran envoie de bons body shots. Ça, par contre, voilà, il envoie des bons body shots. Et Fletcher, on sait qu'il a le corps plutôt ouvert en général, que ce soit au niveau des middle kicks et des body shots. Donc ça pourrait être à l'avantage de Loughran dans ce match-up. Loughran, au niveau de la lutte, alors c'est une lutte offensive vraiment bas du front, qui ne mène à rien en général. Mais après, il a un bon grappling, mais c'est insuffisant en fait. Et ensuite, troisième round, debout, sa défense, elle est plus trop là, et la précision non plus. Bilan des courses, moi je vois Fletcher, 55% vainqueur là-dessus. Loughran, c'est compliqué là. C'est surtout Fletcher, disons que je trouve plus prometteur que Loughran, malgré le fait que c'est intéressant. J'aime bien le fait qu'il soit quand même assez réfléchi dans son anglaise, mais c'est dommage qu'au niveau de sa lutte et de son grappling, par contre, ce soit pas du tout. Ça manque de finesse, quoi. Faut le dire. Et Fletcher là-dessus s'en sortira beaucoup mieux. Et je pense que Fletcher a vraiment toutes ses chances au sol. Attention, parce qu'il est quand même bon, Loughran. Je parle pas de mettre une soumission, quoi que ce soit, mais ne serait-ce que pour l'action qui va amener Fletcher, et surtout par rapport à si ça va à la décision, j'ai du mal à voir Loughran changer de style complètement et se mettre à
s'axer plus sur le score que sur chercher la bonne frappe. Et voilà, mais ça va lui porter préjudice, hein, comme ça a déjà porté préjudice. Je sens que là, ça reste quand même pour Fletcher sur ce match-up, malheureusement. On passe chez les femmes, chez les strawweight, Shawna Bannon contre Pooja Tomar. Effectivement, Shawna Bannon qu'on avait vu à l'UFC à Manchester et qui livrera là, si je dis pas de bêtises, son 8e combat pro. Elle est irlandaise. Elle sera plus ou moins donc à domicile. Ou alors peut-être que son 8e combat c'était à Manchester. Elle a combien là 6-1, non c'est ça, hein, c'est son 8e combat là qu'elle va faire à Londres. Donc à combattre, sur la scène locale comme pas mal de combattants, j'ai envie de dire, c'est bien parce qu'ils sont là pour le public, ça va ramener du monde qui va aller les supporter, mais je trouve pas que le niveau soit vraiment top niveau, quoi. Là, on est sur, je vous dis, c'est le ventre mou. Alors Fletcher, lui, il arrive, il faut que, voilà, il perce, c'est ce que j'attends de lui. Mais là, prenez Shawna Bannon, ouais, elle arrive, mais elle n'a pas montré non plus des choses fantastiques. Et en face, Pooja Tomar non plus. Alors, Pooja Tomar, elle est indienne. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est la première combattante indienne à intégrer l'UFC. Au niveau de l'allonge, il y a beaucoup plus du côté de Bannon, puisqu'il y a 65, et Tomar n'a pas vraiment d'allonge, on va le dire franchement, elle est à 59. Elles ont toutes les deux le même âge. C'est à Manchester, d'ailleurs, Shawna Bannon, c'était la combattante qui avait le moins d'expérience pro. Là, je sais pas, c'est donc son 8e combat, comme je disais, mais je sais même pas s'il y a des combattants qui en ont moins que ça. Je pense que ça va être encore le cas. Ouais, il y a Lunar Kavanagh qui sera à son 9e combat. Parkin sera en son 11e combat pro. Fletcher, son 10e, 11e. Ouais, c'est ça, hein, je pense que c'est encore elle qui va avoir le moins de combats pro. Du coup, elle est là, donc avec son 6-1. Brésil, il avait pris son 0 à la décision. Et on va en reparler de Bruna Brasil sur cette carte, même si elle n'y est pas. Il y a son ombre qui plane sur pas mal de combattantes. Elle est ceinture noire de kickboxing et de taekwondo, Bannon. C'est vraiment pas mal à voir dans la cage au niveau de ses kicks. Beaucoup de push kicks, des kicks très variés. Du coup, on voyait en termes de kickboxing cette espèce de leg kick en fin de combinaison. Sur 1-2, hop, le leg kick qui part. Elle représente quand même des menaces au sol. Faut pas sous-estimer ça non plus. En face, Tomar, quand on parle des push kicks de Shawna Bannon, alors là, faut voir ceux de Pooja Tomar. Oh là là, qu'est-ce qu'elle avait envoyé. C'est des push kicks. C'est des push kicks. Ça kick beaucoup. C'est vraiment, j'envoie du kick. Elle est vraiment debout. À part ça, il n'y a pas grand-chose. Elle est mauvaise en dirty. Elle est vraiment souvent sur le reculoir. Avec c'est une espèce de reculoir perpendiculaire, justement, toujours prête à envoyer des push kicks, là. Elle a des mauvais positionnements dans la cage. Ceci dit, elle a un coaching très bon, mais elle n'arrive pas du tout à appliquer les conseils qu'on lui donne. Et donc, le fait qu'elle se retrouve là, donc, avoir juste ses push kicks pour mettre l'adversaire à distance, j'exagère, il n'y a pas que les push kicks, mais voilà. Sinon, chaque fois que l'adversaire va rompre la distance, elle va reculer, et une fois qu'elle a acculé, alors là, elle se prend tout. Elle est mauvaise quand elle est vraiment dos à la cage. Après, sa défense de clinch, elle est ok. Mais sinon, il faut qu'elle sorte de là, et pour ça, elle va partir en bull rush pour sortir de là. C'est vraiment, pour moi, pas du bon niveau. On est vraiment sur le bas de la KT. Je serais pas méchant en disant que, voilà, je dirais pas jusqu'à dire qu'elle a pas sa place dans le roster, mais vraiment, tout là, c'est sa progression. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'elle progresse beaucoup, parce que ce qu'elle a montré jusque-là, c'est pas vraiment au niveau. Là, c'est chaud. Et puis alors, elle s'entraîne au Soma comme Jubli. Voilà, on sait ce que ça donne. Comme j'avais dit pour Jubli, au Soma, il y a Amin Ayoub et puis c'est tout. Je veux dire, il n'y a pas les autres combattants. C'est pas le niveau, quoi. Concernant Bannon, il va forcément avoir des points faibles aussi. Elle est prévisible. Donc tout ce qui est contre-entrée, les contres, les remises, et notamment quand elle va se faire contrer sur ses kicks, parce qu'on va les voir venir. Mais est-ce que Tomar va jouer là-dessus ? Comment Tomar va arriver ? Comment Tomar va venir préparer ? C'est toute la question. Là, on n'est pas sur du super bon niveau. Alors le point commun entre les deux, c'est qu'elles ont 31 ans et qu'elles ont toutes les deux un drapeau orange, blanc et vert. Waouh !
Mais non, sans rire, je vois l'avantage pour Bannon. Là, Tomar, pour moi, techniquement, c'est pas bon du tout. Hein. C'est pas bon, Tomar. Même si Sean Bannon, non plus. Mais ouais, là, je vois pas comment. Je vois pas. Pour l'instant, en fait, j'attends de voir même pas ce combat, parce qu'elles sont toutes les deux de niveau très bas. Faut voir ce qu'il va y avoir au niveau de la progression chacune dans 6 mois, dans 1 an. Pour l'instant, c'est trop tôt pour parler de leur place vraiment dans le roster, quoi, selon moi. On passe à Pouliev contre Christian Leroy Duncan. Là, on est chez les middleweight, avec Pouliev qui va faire son premier combat à l'UFC. Si je dis pas de bêtises, Pouliev, d'où il nous vient des Contender Series. Et qu'est-ce que ça avait donné? Pouliev contre Chris Leroy Duncan, 27 ans Pouliev, Duncan 30 ans, à peu près la même âge tous les deux. Duncan, ah ouais, c'est vrai qu'il est toujours favori dans ses combats à l'UFC. Il faudrait que je regarde d'ailleurs si là il part encore favori ou pas. Bon, j'ai pas ça sous les yeux, tant pis. C'est marrant comme statistique. Pouliev, lui, il est gaucher. Il est sur un win strike. Ah mince, alors attends, il faut quand même que je vérifie c'est quoi son win strike. Il est de combien son win strike? 5, 6. Ouais. Oh, il combat pas mal. J'avais noté qu'il était sur un gros win strike, mais je sais pas de combien. 5 win strike, ouais, pas mal le gonze. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Alors, j'ai noté Pouliev dans ses combats. Il gère bien la longe par rapport à la distance. Ça, c'est très intéressant, très intelligent. Il a de bons middle kicks. Et après, il arrive à varier ses kicks. C'est-à-dire qu'il va envoyer des middle en fonction de la défense de son adversaire. Il peut envoyer des leg kicks comme il peut envoyer des high kicks. Ça, c'est dangereux, c'est chiant quand on est en face. Je n'en doute pas. Il a un bon direct du gauche. Je rappelle qu'il est gaucher, donc son direct du bras arrière. Et même quand il est sur le reculoir. Et ça, c'est dangereux. Il a un excellent combi IQ, je dirais, vraiment une bonne intelligence dans ses combinaisons qu'il va envoyer. Faudra se méfier de ça. Il a une tendance, par contre, qu'on regarde dans ses combats, à s'appuyer beaucoup sur sa jambe avant et à mettre son buste bien en avant. Alors, c'est pas le seul à faire ça, mais c'est quelque chose qui est, je pense, noté par ses adversaires s'ils sont très attentifs et qui peuvent lui porter préjudice. De son côté, Christian Leroy Duncan, on le connaît, il est déjà à l'UFC depuis quelques temps, donc. Alors lui, des bons jabs, il switch, Duncan, droitier, mais il switch quand même, il switch beaucoup. On le voit souvent switcher, des bonnes feintes, des bons leg kicks, des bons jabs. Et lui aussi, Muay Thai, hein, c'est-à-dire que je sais plus de beaucoup d'athlètes, on en parlait tout à l'heure, mais lui aussi, il a vraiment un Muay Thai très solide au niveau de ses genoux, de ses coudes. Il va aller en contact, il va chercher cette espèce de crochet du droit qui peut être très violent, et ce crochet va parfois se transformer en coup de coude là, très violent et très intelligent, très solide là-dessus. Par contre, qu'est-ce qui va pas? Bon, il a une défense au sol qui est basique, mais qui est décente, hein, on va pas, voilà. Ah oui, des problèmes parfois au 3e round. Hein. Il perd il a la garde qui devient trop basse. L'impression qu'il, c'est pas qu'il quitte le combat, mais il a l'impression qu'il est plus là. Il sort du combat, alors qu'il peut faire de très bons second round, hein, avec des uppercuts, des genoux sautés, des coups de coude retournés. On a vu montrer de bonnes choses. Sa lutte est correcte. Je parlais de son sol, mais sa lutte est correcte. À voir ce que ça va donner contre Pouliev. Alors lui, par contre, qu'est-ce qui va lui poser problème ici? Je pense qu'ils vont s'annuler en termes de lutte. Je pense pas que la lutte de l'un va l'emporter sur celle de l'autre. Pouliev n'aime pas en plus lutter. Il préfère striker parce que ça le fatigue beaucoup, le grappling. En général. Pouliev, je trouve maladroit en fait dans ses déplacements. Et quand il part en assaut aussi. Il va aller en blitz, mais c'est maladroit. Ça mène pas à grand chose. Et je pense contre un combattant expérimenté comme Duncan, ça va pas être bon. Duncan va être assez intelligent pour gérer tout ça. Sachant qu'avec ça, il a un excellent coin. Hein. Je trouve que le coin de Christian Leroy Duncan lui donne de très bons conseils, très techniques, très précis, vraiment sur ce qu'il y a à faire. Et Duncan, il a l'expérience, il sait comment faire, il sait comment appliquer tout ça. Donc c'est vraiment une bonne chose.
pour lui. Vraiment, s'il arrive à tenir ce combat contre Poulyaev, je pense que ça va être difficile pour Poulyaev de rentrer directement là à l'UFC contre Duncan qui va l'emporter. Hein. Je vois Duncan l'emporter. Je vois pas forcément de finish. Ça dépend. J'attends de voir Poulyaev ce que ça va donner vraiment contre quelqu'un de ce niveau, de cette expérience et de cette maîtrise qu'a Duncan, même si on n'est pas sur le haut du panier non plus, Duncan. Mais quand je vois, ouais, c'est ça, c'est le fait que Poulyaev soit maladroit, qu'il soit pas, même si voilà, comme je disais au début, hein, peut très bien avec son allonge gérer la distance, mais là Duncan, ils ont toutes les deux la même allonge. Je sais pas, il y a même les stop kicks et les front kicks de Duncan, je suis pas sûr, bah, même si je suis pas sûr qu'il en utilise là vraiment. À voir, il a de bons takedowns, hein, Duncan, mais Poulyaev, il a déjà été amené au sol. On va voir. Pour l'instant, je vois Duncan l'emporter à 55%. Après, qu'est-ce qu'on a? Tibura contre Parkin. Ah, attendu celui-là. Ah, là, on a un Tibura qui est quoi? Il est 8ème, je crois, à l'UFC. Il faudra vérifier. Et Parkin qui est invaincu. On est chez les poids lourds. Très, très attendu, là encore, hein, ce combat. Avec un écart d'âge quand même notable. 39 ans pour Tibura, seulement 29 pour Parkin. Une allonge à peu près égale, hein, 118 Tibura, 119 Parkin. 11e combat donc pour Parkin, invaincu, donc il a 10-0. Parkin qui est 13e et Tibura 8e. Parkin qui va jouer son entrée là dans le top 10 pour affronter Tibura. Tibura qui forcément l'attend au tournant. Il fait encore... alors, il sort d'une victoire, Tibura, mais il fait encore le rôle un peu de gatekeeper du top 15 là, du top 10. Je sais pas, c'est... Après, il a un niveau top 10 basique, j'ai envie de dire, au niveau des poids lourds. Pour moi, ça se tient que dans le top 10. Donc, qu'est-ce qu'il va pouvoir affronter? Ouais, pourquoi pas affronter Mick Parkin? Alors, en plus, Tibura, il alterne victoire et défaite. Il a un style pâteau, il est moyen partout, en fait. Tibura, moi, personnellement, je le trouve moyen partout. Il vient de... C'était quoi? C'était un short notice, hein, contre Diniz. Et il lui a pris son 0 à Diniz. Donc, comme quoi, l'histoire va-t-elle se répéter? Là, il affronte Parkin qui a 10-0. Est-ce qu'il va, encore une fois, prendre le 0 d'un nouveau venu qui débarque? Hop là, plein d'ambition. Il dit non, calme-toi, Coco. Tu rentres pas dans le top 10, je te prends ton 0. Allez, au revoir. C'est possible. Tibura a tendance à se jeter un peu trop en avant. Il switch. Il doit tester, à mon avis, voilà. Pour moi, Tibura, en plus, c'est vrai. Difficile de se dire, ouais, alors le game plan qui pourrait appliquer Tibura dans ce match-up, parce que Tibura, il a quand même un problème de fight IQ. Je suis désolé de le dire, mais c'est pour ça, à voir qu'est-ce qu'il est capable d'apporter. S'il est sérieux, il faut qu'il teste Parkin sur sa lutte et son sol. Parce que certes, Tibura n'est pas excellent dans ces domaines-là, mais moi, ce que j'attends de voir, c'est ce que vaut Parkin là, dans ces domaines-là. Et ça, ce serait vraiment, voilà, une bonne nouvelle pour se dire, ah, voilà, qu'est-ce que ça donne? Tibura, de son côté, quand même, alors c'est depuis Ivanov, on l'a bien noté, hein. Qu'est-ce qui se prend comme contre et comme body shot? Oh là là, là-dessus, faut faire quelque chose. Et c'est là où Parkin a vraiment une grosse carte à jouer. Parkin, excellente gestion des distances, il est impactant, ça cogne, il se tient généralement à box range, très ancré. Attention, ouais, là je suis pas sûr que ça se joue là-dessus au niveau contre Tibura, mais c'est vrai qu'il check les calfs en général. Alors là, ce qu'on va voir, c'est que au niveau de l'adversité, Parkin, c'est pas du haut niveau, hein, c'était Ousmane et Breski. Je parle pas de tous ces combats, mais voilà, quand on voit ça, on se dit, bon, ouais, Tibura, il a affronté quand même d'autres combattants que ça, quoi. Donc, Parkin entame, mais il a quand même des bons contres. Et des bons body shots, mais notamment dans ses combinaisons de crochets. Après, bon, il y a de tout, hein. On voit des jabs, des calfs, ça on l'a vu contre Breski, tout ça. Cette espèce de shadow jab pour envoyer un bras arrière désynchronisé aussi. Vraiment, Parkin, c'est pas forcément quelque chose de linéaire. Et ça, c'est intéressant. C'est pour ça que Parkin, je l'aime bien. Debout, il a une bonne anglaise. Il montre vraiment de bonnes choses. Par contre, il a un schéma qui se répète, alors qui est très efficace. Mais forcément, quand il y a un schéma qui se répète, ça peut s'analyser et peut-être se contrer. C'est d'essayer de rentrer c'est un espèce de faux jab pour envoyer un gros crochet du droit derrière.
Et Parkin, par contre, de son côté, il a aussi un bon check hook. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre de Parkin? Il est timide, il est patient, plutôt passif, mais il fait de très bonnes esquives. Et par contre, Parkin recule dans l'axe. Alors qu'est-ce que ça va nous donner dans ce match-up? Encore une fois, hein, si Tibura va pas chercher le sol contre Parkin, déjà on sera pas plus avancé. Et en plus, il se peut que Parkin le finisse debout. Et oui, parce que Parkin, là, dans ce match-up, debout, il a ses chances. Vraiment, vraiment, vraiment. Je pense qu'il y aura... Moi, je pars sur un niveau de la prédiction à 55% Parkin par KO, là. Désolé, Tibura, mais ouais. Pourtant, Tibura, voilà. Bon, après, il y a l'écart d'âge, hein, 39 ans, 29 ans. Mais bon, 35 combats pro, Tibura. Seulement 10 pour Parkin. Ouais, c'est ça aussi à mettre dans la balance côté Tibura. Pour ça que je vais pas non plus y aller trop fort. Je mets juste 55% Parkin. Mais voilà, je serais pas étonné que ça aille pour Tibura s'il arrive à amener de la lutte dans ce combat. On passe à Cavana contre Felipe Dos Santos. Honneur Cavana, une recrue très prometteuse. Hein, les critiques sont quasi dithyrambiques à son égard. J'irai pas forcément jusque-là. Alors on est chez les flyweight, pardon. Et même si Cavana est rentré récemment là, à l'UFC, il a 25 ans et c'est Felipe Dos Santos qui est plus jeune, qui a 24 ans. Felipe Dos Santos, brésilien, un bon cardio. Il a quoi, 8-2 en carrière, ses 2 défaites et seulement des décisions. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Un peu plus allonge du côté de Dos Santos, hein, 110, 67 seulement pour Cavana. Cavana invaincu, il est à 8-0, ceinture noire de kickboxing, il s'entraîne à la Great Britain Top Team, comme Nathaniel Wood par exemple. Alors il faut savoir que, voilà, donc au Dana White Contender Series, l'an dernier, moi j'avais donné sa chance à Antuano, qui partait, il était favori, hein, Cavana, mais je me disais, bon, Antuano a ses chances. Et après avoir battu, donc du coup, Antuano, il passe premier combat à l'UFC, c'est à Macao contre Oshawa, parce que Cavana, effectivement, a des origines chinoises, même s'il s'entraîne là en Angleterre. Donc il combattait à Macao. Et Oshawa, qui était lui aussi très jeune, qui était gaucher, et qui était très prometteur au niveau de ses combats, avec de bonnes... Il y avait un risque de soumission. Et Cavana partait encore grand favori. Vraiment, pour dire, il y a vraiment une confiance des gens sur Cavana. Qu'est-ce qu'on va dire du côté de Cavana là-dessus? Du slip and counter, des kicks en contre, et sur le recovery adverse. Il a mis KO Antuano sur son 1-2, justement sur ce recovery. Il est ancré, un style karaté, gros leg kick, gros middle kick. Il a tendance à rater, par contre, les high kicks. Et au fur et à mesure du combat, rater ses kicks en général. Il peut envoyer de bons body shots dans la zone rouge. Il peut aussi avoir une bonne lecture si l'adversaire se répète. Et envoyer de bons crochets et de bonnes droites, bien timées. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Pam. Ouais. Ah oui, waouh, c'est vrai, ce combat. Il a esquivé tous les front kicks. Ça m'avait sidéré. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Pourtant, j'en vois des combats, j'en vois des combattants qui envoient des front kicks. Forcément, les types en face, ils se mangent les front kicks. Tu peux pas les esquiver tous comme ça. Cavana, la façon qu'il avait il esquive les front kicks. C'est un truc... c'est assez fou, quoi. Et là où, justement, Dos Santos, lui, qui a un kicking très varié, ça va être compliqué contre Cavana. Dos Santos, son premier combat à l'UFC, c'était contre Manel Cap. Déjà, assez dur pour lui. Alors, il va chercher à contrer, mais trop tardivement, quoi. Je sais pas pourquoi il met tant de temps à contrer, et le coup arrive, et après, ça met trop de temps, quoi. Il y a de bons... il attaque...
en assaut, il a de bons takedowns. De bons d'ailleurs aussi coup de coude retourné en rupture. Bon clinch, une excellente sol défensive. Incroyable défense de soumission. Mais contre Kavanagh, ça va être quand même assez difficile. Et là, pour le coup, je suis assez sûr de moi sur le fait que Kavanagh va l'emporter. Il punit les mauvaises distances, il a une bonne droite. Je parle de Kavanagh là. Ouais, c'est bon une 2. C'est bon crochet. Après, par contre, des fois, il s'emporte. Il n'écoute pas vraiment son coin. Mais là, à ce niveau-là de compétition, contre Dos Santos, il risque vraiment pas grand-chose. Il est vraiment vif sur ses frappes. Il bouge beaucoup en deuxième round, on l'a vu, il est capable de vraiment être très mobile dans la cage. Le souci, voilà, c'est ça, c'est quand Dos Santos va l'assaillir, va se jeter dessus. Ça pose problème, ça. Kavanagh, il n'arrive pas vraiment à se départir de ce genre de choses. Il arrive à culer à la cage. Il hésite vite sur un contre. Bon, ça peut partir et il peut se trouver en mauvaise posture. Mais là, sur ce match-up, non, je vois Kavanagh l'emporter à 55%. Je pense que ça devrait le faire pour lui, là. Plus ou moins à domicile, du coup. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Jay Herbert contre Chris Padilla. Oh, des noms, effectivement. Des noms qui résonnent parce qu'on se tâte. Et voilà, ça fait partie vraiment de ces combattants, mais qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux, là, à l'UFC? Je parle de Chris Padilla, c'est vrai que Jay Herbert, lui, il a 36 ans, on est chez les poids légers. Padilla en a que 29, et c'est ça, c'est... On l'a vu affronter Long Top, Rongzhu, pareil, on se pose des questions sur l'adversité. Herbert, 77 d'allonge pour 74 pour Padilla. Herbert, qui était champion du Cage Warriors, il est anglais donc, et il était parti underdog contre Bedoya en 2024. Il perd au deuxième round. Il a déjà perdu Herbert contre Topuria et Ziam. Il a eu une égalité contre Klein. Oui, c'est pour dire qu'il se battait aussi en featherweight. Et il a battu Kyle Nelson. Au niveau de son Sherdog, voilà. C'est correct, ça se comprend. Il est rarement statique dans la cage, Herbert. Il rebondit beaucoup. Bon jab. Très bon jab. Et après, il va feinter un jab pour envoyer son bras arrière. Ouais, en généralement, ces une 2 sont bons. Et ça, c'est surtout grâce à une excellente lecture. Il a une excellente lecture de son adversaire. Il peut aussi envoyer des bons body shots et des bons stop kicks. Capable de faire de très bons takedowns. Très bonnes esquives. Il est bon au clinch à la cage. Et donc, ouais, quand on voit l'opposition qu'il a eue, il a eu une très bonne, une des meilleures oppositions, c'est sûr, comparé à Chris Padilla. Maintenant, à savoir, est-ce qu'il va avoir plus d'impact là que Chris Padilla au niveau de ses frappes? Et surtout, il y a l'effet de surprise. Jay Herbert est capable de vraiment surprendre dans son striking, de faire des choses qui ne sont pas attendues. Et ça, c'est un problème pour ses adversaires. Alors, on a vu, effectivement, Chris Padilla, lui, de bons leg kicks, ce qui va poser problème à Herbert. Lui aussi un combattant très Muay Thai, et pourtant il est mauvais en dirty. Et je crois qu'il a réussi d'ailleurs, Chris Padilla, à avoir une victoire avec ses coudes là, un gros coude. Donc non, c'est vraiment intéressant du côté de Padilla, excellente rupture de contact, des bons jabs lui aussi. Il y a des trucs qui se rejoignent, lui aussi est sensible au kick. À savoir qu'Herbert est très très vulnérable quand il est acculé aussi. Il peut perdre par contre en précision, en timing, et de ses angles d'attaque en deuxième round, il n'arrive plus. Est-ce que vraiment là, Chris Padilla va briller? Il peut aussi envoyer de bonnes choses, Padilla, comme cette droite là pour empêcher les contre-attaques. Et ce qui est marrant, est-ce que ça va s'annuler par rapport
surprise que peut amener Herbert en striking. Ah, je sais pas. Après, il peut avoir un grappling offensif très très vif. Hein. Il suffit que l'adversaire se jette sur lui, hop, il peut prendre le dos, il peut soumettre. Par contre, voilà, en général, sa lutte, elle donne aucune suite, quoi. Ce sol offensif est vraiment, je trouve, pas fou, quoi. Il n'y a pas de maintien au sol. Et sinon, qu'est-ce que je peux dire? Bah, debout, va être réactif. Et ce qu'il y a de plus intéressant dans mon analyse personnelle hein, de Padilla, ce qui m'intéresse quand je vois Padilla, c'est que si on prend 2 combats, il peut amener 2 stratégies différentes. Et très bien les appliquer chacune. C'est-à-dire que c'est complètement différent un combat par rapport à l'autre, et pourtant, il le fait très bien. C'est 2 stratégies qu'il va très bien appliquer, et sont complètement différentes. Il peut encore proposer autre chose. Donc voilà, qu'est-ce qu'il va nous proposer de nouveau? C'est le problème, c'est l'adversité, quoi. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il n'a pas affronté grand monde. Donc c'est très intéressant au niveau du matchmaking. Combat que j'attends pour voir vraiment qu'est-ce qui va se passer pour les deux pour la suite. Même si Herbert, j'attends pas vraiment grand-chose pour la suite, je vous avoue. Mais Padilla, voilà, c'est un bon adversaire pour Padilla, pour savoir qu'est-ce qu'on peut attendre de lui. On arrive à la carte principale avec Morgan Charrière contre Nathaniel Wood. Morgan Charrière contre Nathaniel Wood. Alors, qu'est-ce que j'ai comme petite note? Alors, bien sûr, hein, on connaît Charrière, combattant français, qui a fait l'objet d'un très bon reportage de Villa, c'est ça, ouais. Et c'est très intéressant pour un peu plus se faire connaître aux yeux du public français. Voilà, donc toute l'histoire, normalement, vous la connaissez. Ils ont quasiment le même âge, hein, 31 ans pour Nathaniel Wood, 29 ans pour Charrière. On est chez les featherweights, la même allonge, hein, 69 des deux côtés. Ils sont tous les deux du Cage Warriors. Et c'est ça aussi qui est marrant, c'est que comme je dis, il y en a beaucoup qui viennent du Cage Warriors. Qui a affronté qui déjà par le passé? On sait que par exemple là, si Charrière croise Vucinic dans les coulisses, ça risque d'être intéressant. Pas qu'ils se croisent dans les vestiaires. Ce fameux vol de Vucinic sur Charrière au Cage Warriors, ça a resté traverse l'histoire. Hein. Enfin bref, Wood, lui, c'est un ancien bantamweight. Il est chez Featherweight depuis 2022. Il a battu déjà Jourdain et Philly. C'est quand même pas mal. Et depuis 2020, il n'y a que des décisions hein, sur son Sherdog. Parce que Nathaniel Wood est très prometteur pour l'UFC, très prometteur sur le marché local. Et c'est marrant qu'ils le mettent face à Morgan Charrière. Ah, ça, je serais curieux de voir les cotes. C'est vrai que, du coup... Ah bon, ouais, on va rentrer dans l'analyse. Attention pour Nathaniel Wood, il a un excellent timing debout, notamment sur le temps de recomposition de l'adversaire, sur le recovery. Si Charrière tarde trop à se repositionner, à se remettre dans sa posture en neutral, effectivement Wood, on sent que là il a le timing hein, pour frapper à ces moments-là, et ça c'est très dangereux. C'est très peu de combattants le font d'ailleurs. Après bon, on est chez les poids featherweight, bantamweight, c'est vrai que plus on monte dans les poids, plus généralement il y a une espèce de gentleman agreement. Attends, ok, je te laisse respirer, et on reprend le combat. Là, Wood, il laisse pas ce genre de choses. Au niveau des kicks, très bon calf kick, très bon push kick. Au niveau de ses mains, il y a ce in jab out qui est très violent. C'est vraiment très solide là-dessus, Wood. Très solide sur ses 1-2. Et quand je dis 1-2, ça peut être différentes combinaisons, hein, le 2-1-2. Des crochets, malheureusement, sont esquivables. Hein. C'est-à-dire qu'au niveau des attaques en ligne, encore ok. Je parlais des jabs, je parlais des 1-2, tout ça, mais ces crochets, en général, ses adversaires les esquivent, et je pense que Charrière, forcément, va les esquiver, bien sûr. Là où Wood représente une menace pour ses adversaires, c'est son grappling. Qu'est-ce que j'avais vu récemment? C'était le Polaris 30 contre... Oh je sais plus. J'ai dit ça au pif, je crois que c'était Else, il s'appelait Cameron Else, peut-être, quelque chose comme ça. Et je sais parce que c'était
Qui c'est qui était sur ce Polaris là? C'était MVP, non? Ah, je sais plus, peut-être que je dis une connerie. Enfin bref. Donc voilà, très impressionnant, redoutable, ouais, je dis redoutable. Très très bon niveau, on va dire. Très bon niveau, Nathaniel Wood. Et pour voir sa dernière défaite par KO, parce que là, on va y venir, c'était en 2020. On va y venir, on va passer à Morgan-Charrière. Morgan-Charrière, son problème, ce sont les décisions. Ça fait partie de ces combattants qui ne peut pas laisser des juges décider pour lui. Ça, c'est pas possible. Il faut qu'il aille chercher les finishes, malheureusement. Il y a eu trop de soucis par rapport aux décisions, par rapport aux juges. Des splits perdus, malheureusement, alors qu'il fait une bonne prestation. Et ça, sur son Sherdog, ça fait bizarre de le voir à 20-10, alors qu'il a un niveau très prometteur. Beaucoup de gens le disent. C'est vraiment ce style très slick, très technique, très complet. Il est très athlétique. Il y a vraiment tellement d'atouts pour lui. Mais c'est une malédiction sur ses décisions, je ne sais pas. Bon, voilà. Et donc voilà, slick, slip and counter. Et comme Wood, lui aussi a d'excellents timings sur le recovery adverse. On l'a vu contre Miranda. Et contre Miranda, d'ailleurs, il a eu ce KO où il a remercié son équipe de San Diego MMA Academy. Ouais, chercher le KO, comment chercher le KO. Ce qui va être difficile, comme je l'ai dit, parce que pour mettre KO Wood, ça fait 5 ans que ça ne s'est pas fait, donc voilà, ça va être difficile de ce côté-là. Difficile aussi de le soumettre, Wood. D'ailleurs, la menace viendra plutôt de Wood, au niveau de menace de soumission et de lutte, tout ce qui est grappling. Et c'est là où on peut se dire, Wood, avec ses compétitions de grappling, avec son niveau, le niveau qu'il a montré, je le dis, il peut vraiment être redoutable au niveau du grappling pour ses adversaires, mais ce qui va être redoutable pour Morgan-Charrière. Et là encore, c'est fou comme quoi le matchmaking, il est hallucinant. Morgan-Charrière, qui est-ce qui vient de battre Miranda, la submission machine. Alors voilà, est-ce que on va se prendre dans une espèce de référence en termes de grappling, en termes de menace de soumission, est-ce que Wood est plus dangereux que Miranda? À voir. Il a une incroyable défense de takedown, Morgan-Charrière, de défense à la cage également, on l'a vu contre Miranda et contre Mariscal. Sauf si, et alors ça on l'a vu contre Mariscal, sauf s'il y a des variations. Changement de niveau, frappe, hop, on cherche à double leg, single leg, hop, frappe, machin. Au bout d'un moment, ça perd Charrière, il perd la boule, et il peut se trouver que sa défense contre la cage soit moindre. De très bons sprawls, on l'a vu contre Souza, on l'a vu contre Mariscal. Après, contre Souza, on a vu, mais après, c'est pas hier, ça date un peu, une défense au sol quand même laborieuse. Pas sûr vraiment que c'était... Mais ça tient. Il a réussi à battre quand même Miranda. Alors, au niveau de la prédiction, est-ce que Morgan-Charrière est capable de mettre un KO à Wood ou pas? Est-ce que Wood sera capable de soumettre Charrière? Est-ce qu'on ira à la décision? Franchement, je pense qu'encore une fois, Charrière, mettons, c'est pas le fait qu'il ait battu Miranda et qu'il était une menace de soumission, c'est la façon qu'il a de s'entourer pour se préparer et pour tirer les leçons. Et à chaque fois, encore, il le sait de toute façon, il a 29 ans, trouver vraiment les comment dire ça, les conditions dans sa préparation pour les combats pour réussir encore à s'améliorer et à chercher autre chose. Et je suis confiant là-dessus pour Charrière. Parce qu'on le sait, bon après debout, il va être vulnérable au front kick, on l'a vu contre Silva, et au leg kick, on l'a vu contre Mariscal et Miranda. Mais dans le jeu, il y a de bons calf kicks dans le jeu de Wood. Mais je pense que debout, il y a vraiment l'avantage, notamment, j'ai dit, sur ses crochets de Wood, et sur les esquives, en fait. C'est vrai qu'il est tellement Charrière debout, niveau esquive, de ce slip and counter, il est vraiment propre debout, Charrière. Net avantage pour Charrière debout.
Et au sol, je pense qu'il a fait vraiment tous les ajustements, tout le travail, toute la préparation. Donc je suis confiant, je dirais 55% charrière. Maintenant, toujours ce risque si ça va à décision. On verra. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Deuxième combat de la carte principale. Eh ben voilà, le fameux Vucenic dont on parlait, qui va affronter cette fois-ci Chris Duncan. Et Vucenic, du coup, ne va... Je me suis dit, mais s'il intègre l'UFC après charrière, est-ce qu'ils vont se retrouver, se confronter tous les deux? Vucenic avait fait son dernier combat au Cage Warriors, c'était en lightweight, et son premier combat à l'UFC également en lightweight. Et là, il s'est confirmé, en fait, il reste vraiment, même parce que je n'ai pas suivi non plus toute l'actualité de Vucenic, je vous avoue, mais je constate qu'il reste vraiment en lightweight. Là, il va rester en lightweight, donc il y a peu de chances que Morgan Charrière l'affronte à nouveau. Mais ouais, donc voilà, ça sera en lightweight pour Vucenic contre Chris Duncan. Et effectivement, là encore, un très prometteur, Vucenic. Excellent combattant. Excellent combattant. Au niveau du Cage Warriors, bien sûr, je parle de ce roster-là. Et oui, parce qu'il ne faut pas lui enlever ça. C'est pas parce que il a volé Morgan Charrière que c'est un mauvais combattant. En plus, ça date. Depuis, il a bien progressé. D'ailleurs, il a intégré l'UFC. Là, j'ai à peu près le même entre Duncan et lui. Duncan qui est écossais. Et Vucenic, du coup, qui est anglais. On reste vraiment sur du local ici. 29 ans Vucenic, 31 ans Chris Duncan, 73 d'allonge pour Vucenic, 71,5 pour Chris Duncan. Voilà, on est à peu près similaire des deux côtés. Donc, ancien champion des featherweight en Cage Warriors, donc Vucenic, comme j'ai dit. Et qu'est-ce qu'on va voir? Ah ouais, c'est très compliqué à expliquer tout ça. Alors, Vucenic, trop confiant après un excellent premier round. C'est souvent le cas dans ces combats. Il a une très bonne anglaise. Il avance, il met la pression. C'est un jeune fougueux avec un bon cardio, il n'y a pas de problème là-dessus. Il est bon en clinch, au sol, très bon scramble, très bonne transition, très bonne feinte debout, très bonnes esquives, de bons jabs, de bonnes combinaisons. Vraiment de bonnes choses, il montre de bonnes choses, Vucenic. Il a sa place dans le roster UFC, il n'y a pas de doute là-dessus. Il dépasse, selon moi, la scène locale. Je pense que là, on est passé un cap au niveau des combattants. Sur les prélims, encore, on pouvait avoir des doutes. Qu'est-ce qu'on a? Oh non, il n'y a que, ouais, c'est ça, Shona Bannon, Lofran, Fletcher, on attend de voir ce que ça donne. Après, c'est vrai que bon, Christian Leroy Duncan a fait déjà ses preuves. Mick Parkin, bien sûr, on l'attend en tournant. Quand on est à 10-0 invaincu, qu'on va affronter le top 10, on attend forcément qu'il se prenne les pieds dans le tapis. Donc, et les gens ont les yeux rivés dessus. Loner Cavana, il est dit très prometteur. Je pense que de toute façon, il va progresser petit à petit. C'est bien qu'il le mette contre les adversaires à peu près du même niveau en attendant. Jay Herbert, à mon avis, le temps est passé malheureusement. Et Nathaniel Wood, donc on arrive à la carte principale, effectivement, très prometteur. Et là, entre les deux, Chris Duncan et Vucenic, et effectivement, comment dire ça? Il y a une hype autour de Jordan Vucenic, qu'il n'y a pas du côté de l'Écossais, Christian Duncan, et je trouve ça bien dommage. Après, il devait affronter McKinney, ce qui aurait été une bonne chose. McKinney, forcément, on parle de toi après. Sauf qu'il a eu un problème de visa. Avant d'affronter Sadikov, il chope un staff. Donc voilà, maintenant il va arriver là à Londres. Le problème de Duncan, c'est que son dernier combat, c'était à Paris, si j'ai pas de bêtises, contre Oki Bolaji, ouais c'est ça, où il avait un peu pris son adversaire de haut. Je me rappelle que il s'attendait pas à ce qu'Oki Bolaji lui montre une telle boxe en face, un tel niveau en anglaise. Du coup, il a saisi une opportunité, il a soumis Bolaji, mais en règle générale, comme on l'a déjà vu contre Torres, il a quand même une lutte et un sol un peu trop moyen à mon goût. Il est vulnérable sur les sidesteps de son adversaire, le côté un peu slip and counter dont on parlait. Maintenant, voir si c'est ce qui va être développé du côté du Vucenic, je ne sais pas, mais en tout cas. Sinon, mais après, Duncan, c'est un bon kickboxer. Il fait de bonnes entrées. Il travaille essentiellement sur ses crochets en général. Il rajoute des kicks dans ses combinaisons, et des bons kicks d'ailleurs.
C'est un très bon contreur, Duncan. Ça, vraiment, ça, c'est important de le savoir. Faut pas sous-estimer ça chez Duncan. Très bon contreur. Et il en a rien à secouer des feintes de son adversaire. Donc, désolé, Vucinic, mais on l'a vu. Deuxième round contre Ashmouz. Et je vais justement en parler après. Ashmouz pourrait envoyer toutes les feintes. Duncan, il a compris que c'était des feintes, qu'il n'a rien à secouer. Il se fait pas avoir. Gros, au même moment, contre Ashmouz, deuxième round, on voit de gros jabs pour contrer les entrées de son adversaire. Et c'est là un petit peu qu'est-ce qu'on pense de Ashmouz. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais combattant? Est-ce qu'Ashmouz est meilleur que Vucinic ou Vucinic est meilleur que Ashmouz? Parce que c'est un peu les niveaux de base. C'est-à-dire que là, il faut pas être trop confiant ni d'un côté ni de l'autre. Il faut prendre l'adversaire au sérieux. Je pense que Vucinic a retenu les leçons de son combat contre Kutateladze et que j'espère en fait, c'est ça, et qu'il va prendre Duncan au sérieux. Et Duncan de son côté, pareil, pas arriver à se dire ok, je suis meilleur, c'est bien hein, pour se motiver et tout. Malheureusement, il faut aussi le montrer. Là, Vucinic, il se mange des contres, hein, méchant quoi. Il se mange des coups au corps, il se mange des contre-entrées, il devient vraiment prévisible à certains moments. Attention au high kick aussi qui peut se manger. Et tout ça, c'est dans le jeu de Duncan. Et c'est pour ça que, je sais pas, je trouve que d'un côté, Vucinic est un peu surcoté et Duncan sous-coté. Je pense que si Duncan se focalise bien sur son combat et sur son adversaire, il peut montrer des choses, il peut surprendre le public là. Bien sûr, Vucinic, on l'a vu solide, mais je trouve vraiment, là c'est à qui prendra le plus son adversaire au sérieux et sera le mieux préparé. Vraiment, je pense que ça se joue là-dessus. Et moi, je pars du côté de Duncan, je sais pas si c'est un underdog, mais ça m'étonnerait pas, parce que c'est dur quand même. Vucinic, il arrive solide, hein, il arrive quand même avec toute une équipe avec lui et tout. Ah, c'est serré quoi. Mais je sais pas, peut-être que s'il est underdog, Duncan, je partirais peut-être de son côté, je verrai au niveau du challenge, la pièce. Il y a quelque chose à jouer là. Du côté Duncan, je pense que il a un jeu beaucoup plus de choses que je pense que ce qu'on peut croire. Ensuite, le combat féminin, Molly McCann contre... Ben oui, du coup, attendez, elle devait affronter qui, Molly McCann? Istela Nunes? Ouais, c'est ça. Qui s'est retiré... Non, qui a des problèmes de visa. Ok, d'accord. Et ben du coup, ce sera Alexia Tainara. Alexia Tainara qui nous vient des Dana White Contender Series de l'an dernier. Notez, là encore, on y retourne avec l'ombre de Bruna Brasil qui vient de nouveau s'abattre ici sur ce combat, puisque la dernière défaite de McCann, c'est contre Bruna Brasil. Et la seule défaite en carrière d'Alexia Tainara, c'est Bruna Brasil qui lui a pris son 0, comme elle avait pris le 0 de Shona Bannon. Donc, du coup, c'est un short notice. Short notice pour Alexia Tainara, qui nous vient des Contender Series, qui va avoir plus d'allonge dans ce match-up, 67 pour 62, et qui est plus jeune, bien plus jeune, parce qu'elle a 27 ans, et McCann a 34 ans. McCann, elle est là pour la scène locale. McCann, combattante que je trouve moyenne, dans le ventre mou, je lui prédis pas non plus un énorme avenir. Donc elle a déjà 34 ans. On le sait, on l'a vu à Manchester, elle arrive, elle veut le soutien de la foule, elle est là pour combattre à domicile de toute façon. Après, on va pas lui enlever, elle a une très bonne défense au sol, en clinch, bonne défense de takedown. Par contre, à l'offensive, c'est basique. On la voit initier la lutte, mais elle ne maîtrise pas. Elle se mange des genoux, des middle, des calf kicks. Elle ne donne, en général, en fait, pas suite vraiment à ce qu'elle entreprend. Je sais pas pourquoi elle peut se montrer explosive, par exemple au premier round, mais pour donner quoi derrière? Je sais pas, il y a un manque d'impact. Elle est lisible, elle a un arsenal limité. On va pas se mentir. Combien de body shots elle envoie, McCann? Combien d'uppercuts elle envoie? Combien de high kick elle envoie? Combien de front kick elle envoie? Qu'est-ce qu'elle fait, McCann? On voit quand même qu'il n'y a pas... on voit que c'est limité, je suis désolé. Après, elle est très réactive, elle a de l'expérience. Elle a un bon coin en plus, hein. Je trouve que son coin est très bien. Mais, elle a fait un excellent combat face à Belvita, je dis pas. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment trop de limites du côté de McCann. Et du côté d'Alexia Tainara, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, elle s'entraîne, à la Ribas Family. Donc Ribas, comme Amanda Ribas, bien sûr.
famille Ribas, qui donne des cours, qui coach. Le problème, c'est que quand on regarde la liste des personnes dans la Ribas Family, voilà, il y en a tellement trop. Je sais pas sur quel combattant ils se consacrent. Est-ce que là, vraiment, ils vont vraiment tout mettre sur Alexa Tainara, qui est... est-ce qu'elle est vraiment aussi prometteuse que ça? La défaite de Tainara contre Brazil, ça date de 2019. Donc je vous dis que c'était il y a quand même 6 ans. Donc on peut se dire, ouais, il y a du chemin parcouru depuis tout ça. Ouais, depuis, là, ça va être quoi? Elle a fait 12 combats en tout, en carrière. Sa principale menace, Tainara, ça va être la soumission, étranglement arrière et armbar en général. Elle a un excellent cardio. Elle travaille dans l'axe. Elle a un striking, ouais. Enfin, vraiment, je trouve que c'est pifié en général. C'est vraiment hasardeux. Elle feinte pour envoyer une frappe derrière qui va être soit très impactante, soit complètement ratée. C'est vraiment du coin flip. En grappling, à l'offensive, c'est décent. En défense, c'est ok. Ça risque de s'annuler contre McCann. Faut aller sensible au contre. Franchement, elle se mange trop de contre aussi. Je suis pas confiant du côté d'Alexia Tainara. Et c'est là où ça se joue parce que McCann, je la trouve limitée. Tainara, ouais, elle a eu son contrat de la World Contender Series, mais de ce qu'elle a montré, c'est trop hasardeux. Trop, vraiment, c'est pas possible d'être vraiment tant au pif. Après, elle a un excellent cardio, ça joue, mais bon, contre McCann, pas sûr que ça joue tant que ça. Troisième round, on l'a vu trop confiante, faire de la provoque. Du coup, elle gère mal les distances, mais elle va envoyer de bons jabs. Gros swing aussi. Mais ça reste vraiment dans l'axe en général. Bah franchement, certes, plus jeune, plus d'allonge, mais je sais pas, là, je sens que McCann, elle peut faire quelque chose. Ouais, je vais partir sur McCann. McCann, même 60%. Je sais pas, elle m'a pas du tout convaincu, Tainara, en fait, dans son combat au Dana White Contender Series. Et McCann, je vais jouer sur l'expérience, le fait qu'elle soit à domicile, qu'elle aime ça, qu'elle ait pu montrer de bonnes choses. Non, je vais aller partir du côté de McCann, à 60%. Décision, ouais. On va partir sur une décision. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? Kevin Holland contre Gunnar Nelson. Est-ce que j'ai des notes là-dessus? Gunnar Nelson, Kevin Holland, on le sait, c'est un coin flip en général, Kevin Holland. Kevin Holland, 40e combat. C'est ça. Il y a 39 combats, ça sera son 40e combat. Kevin Holland combat dans plusieurs KT, du coup, là, il va affronter Gunnar Nelson, welterweight, qui combat peu, Nelson, on va pas se mentir. Il fait moins d'un combat par an, quoi. Islandais, 36 ans, 72 d'allonge, il sera largement en retard. C'est 72, c'est pas aussi qu'il y a autant d'écart. J'ai problème dans mes notes ou quoi, là? Vite que je vérifie ça. Alors. Non, c'est ça, 72 d'allonge pour Nelson, 81 pour Holland. Waouh. Ah ouais, quand même fort. Bon, 36 ans Nelson, 32 ans Holland. Sinon. Ouais. Grosse allonge du côté de Holland. 40e combat. Donc voilà, donc c'est un coin flip. Holland à chaque fois, c'est est-ce qu'il va être un bon jour, un mauvais jour. On sait que c'est un journeyman. On sait que, il fait du kung-fu, il est grand. Il vient du Bellator, du LFA, passé par Dana White Contender Series lui aussi. On le trouve, enfin je le trouve en tout cas, et je suis pas le seul, rarement bien préparé pour ses combats. Après, tout à son honneur, sa défaite contre JDM, c'était par split. Maintenant, qu'est-ce qu'il va proposer? Alors, il fait toujours un peu de provocation. Et quand je dis qu'est-ce qu'il va proposer, c'est justement ça la question. Il propose pas grand-chose en général. Et c'est ça qui me pose problème. Monsieur fait du kung-fu, monsieur a un bon grappling, monsieur fait du bon scramble, monsieur, oui, il va chercher à envoyer un jab, mais il contre très peu. Il envoie peut-être des front kicks pour la distance. Il se fait facilement attraper sur ses crochets. Quand je dis attraper, c'est qu'il se fait envoyer au sol. Bon, ce qui est intelligent de sa part, c'est quand il va chercher à feinter cette single ou chercher à feinter un changement de niveau pour ensuite envoyer une bonne combinaison en pleine face de son adversaire. Ça peut jouer contre Nelson. On peut avoir Nelson là-dessus.
Hollande, le problème, c'est qu'il est soumettable. On l'avait déjà dit contre De Ridder. Et effectivement, De Ridder l'a soumis. Maintenant, contre Nelson. Alors Nelson, pour ceux qui ne connaissent pas, un Islandais, il a eu 2 défaites en 2019, Edwards et puis Burns. Et il revient seulement 3 ans plus tard pour recombattre à l'UFC. Et depuis, il combat très peu, en fait. Posture, karaté, très fléchi. Et alors là, au niveau, ça rebondit direct. Tac, tac, tac. Et souvent, c'est donc vers l'arrière, vers sa droite, on va dire. Mais il ne recule pas toujours. Il ne recule pas toujours en ligne. Il est du style patient et chercher à contrer, chercher à trouver le bon timing, le bon angle. Et ça marche en général, on va pas se mentir. Très bon jab en contre-entrée. Donc attention Hollande là-dessus. Et après, il est sensible au leg kick. Je suis pas sûr vraiment que Hollande en abuse. Par contre, sa lutte et son sol, excellent. Là, c'est excellent. Ça risque d'être intéressant après ce qu'a vécu Hollande contre De Ridder, de voir ce que ça a donné contre Nelson. De toute façon, Nelson devra partir là-dessus, parce que debout, c'est vrai que cet écart d'allonge. Mais bon, il rentre bien. Franchement, il fléchit, il bondit comme il faut. Non, il y a pas dégueu. Ça va être intéressant comme combat. Je trouve que ça va être vraiment rigolo, en fait. J'ai vraiment envie de voir ce combat. Niveau de la prédiction, je dirais 55% Kevin Holland quand même. Entre parenthèses, c'est rien de bien sûr. Mais ouais, je pense que Kevin Holland, il est temps qu'il vienne sous un bon jour, là. C'était pas trop folichon ces derniers temps. Et là, contre Nelson, il a ses chances. Nelson, 36 ans. Je sais pas très actif. Mais très bon combattant, quoi. Donc ça risque d'être intéressant à voir. Ensuite, on aura le co-main, Blachowicz contre Hulberg. Blachowicz contre Hulberg. Alors là, encore une fois, c'est particulier ce genre de situation. Ouais, Blachowicz, son prime il est passé, quoi. Son prime il est passé. Qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'il peut montrer encore dans la cage contre des valeurs montantes, des jeunes montants. Alors jeunes, 34 ans quand même Hulberg. Mais bon, Blachowicz il a 41 ans. La longe à peu près similaire des deux côtés. Hulberg on le connaît bien aussi, donc on connaît bien les deux combattants. Hulberg, City Kickboxing, qui avait le plus grand win strike de la KT. Je crois, 7 ou 8, quelque chose comme ça. Le plus haut taux de frappe significative également, quand il combattait à Macao, je sais pas si ça a changé depuis. En carrière, Hulberg, il a 6-1 en tant que favori dans les statistiques à l'UFC, pardon. Donc voilà, Carlos qui va ennuyer bien Blachowicz. Alors ce qui est marrant, c'est que Blachowicz, il a tendance un peu mimétique en ce moment là, c'est-à-dire que quand Hulberg va envoyer des cross jabs, lui aussi va essayer d'en envoyer. Quand Hulberg va tenter d'envoyer des calf kicks, des leg kicks, il va tenter lui aussi d'en envoyer. Ce genre de choses, les jabs, pareil. Bon, est-ce que voilà, je parle de choses assez rigolotes. Maintenant, concrètement, ouais, un grappling laborieux, persévérant du côté de Blachowicz, qui ne changera pas grand-chose pour Hulberg, qui s'en défendra. Hulberg qui est assez sérieux, debout quand même, assez prudent. On le voit de très bons crochets variés, des bonnes combinaisons de crochets variées. Parfois pour envoyer même un high kick en fin de combinaison. En fait, Hulberg, il a de bons déplacements, il se déplace bien dans la cage, il est très mobile, il ne surengage pas, il a une bonne lecture de son adversaire, de très bonnes esquives. Quand il fait son slip and counter, par contre, c'est toujours vers sa gauche. Alors ça peut un peu être prévisible. Est-ce que Blachowicz va travailler dessus? Je sais pas sur quoi travaille Blachowicz, sérieusement. Enfin, je crois que c'est fini pour Blachowicz, malheureusement. Aussi, notre pattern du côté d'Hulberg, c'est ce 1-2 crochet au corps. 1-2, hop, crochet au corps. Le check hook, bien sûr, du côté de Hulberg. Du côté de Blachowicz, après, on n'est pas en reste. Il cogne dur quand même, Blachowicz. Il a un bon grappling, on le sait toujours, c'est toujours là, ses crochets lui aussi. Il perd en responsabilité défensive, par contre, Blachowicz, malheureusement, au fur et à mesure du combat, au fur et à mesure du temps. Lui aussi, un bon kickboxing quand même. Il sait trouver les brèches, faut pas se mentir, il sait trouver les brèches. Est-ce que vraiment Hulberg va le laisser en profiter?
Le problème de Hulberg, c'est que si, ouais, par exemple, quand il switch pour rien, en fait. Donc, parce que Blachowicz pourrait sauter sur occasion à ces moments-là. Les très bons crochets du gauche de Blachowicz qui se travaillent au fur et à mesure, mais là, ça va être esquivé par Hulberg. Attention aussi, mais là, pareil. Est-ce que Blachowicz va envoyer des uppercuts dans ses combinaisons? Pas sûr que ce soit vraiment la chose à faire contre Hulberg. Ouais, je partirais quand même du côté d'Hulberg. 55%, pas de grand-chose au niveau du pronostic, mais ouais, Blachowicz, je ne peux plus y croire, malheureusement. Je pense que c'est vraiment à peu de choses près encore, ça aurait pu passer, mais là, Hulberg, il montre quand même de très bonnes choses, même si je suis pas convaincu par le City Kickboxing à l'heure actuelle. J'ai l'impression qu'il y a vraiment de gros manquements. Il y a quelque chose qui va pas là-bas. Et j'adore Hulberg. Peut-être que je suis influencé par le fait que j'adore Hulberg, j'aime bien ce personnage, en fait. Donc, je ne sais pas. Et que Blachowicz, peut-être que je suis en train de l'enterrer trop tôt, même si je trouve qu'il a fait un très bon combat. Les combats sont très bons. Mais là, non, je vois Hulberg à l'aise, en fait. Le fait qu'il soit à l'aise dans la cage aussi, ça aide. Donc, vraiment, au niveau de la gestion de l'espace, c'est vraiment sa faveur. Et ça va, ça aussi, embêter Blachowicz. On passe au main event. Leon Edwards contre Sean Brady. Changement, effectivement, sur la carte. Leon Edwards devait affronter Jacques Della Maddalena. On change d'adversaire. Brady qui prend la relève. Donc, du coup, c'est pas vraiment short notice. Ça fait quand même quelques temps qu'on est au courant, depuis l'annonce de la blessure de Shavkat Rakhmonov, du coup, qui devait affronter Belal Mohamed. Et c'est Della Maddalena qui prend la relève. Et du coup, Leon Edwards se retrouve avec un nouvel adversaire. Sean Brady, Leon Edwards à domicile. Toujours très bien, très bon Edwards. Alors, Edwards en carrière, quand même 22-4 en carrière, n'a jamais été fini. 4 défaites, ouais. Il s'est jamais été mis KO, jamais été soumis. On a vu beaucoup de choses ces derniers temps assez révélatrices concernant Edwards et ça va être problématique. Alors déjà, on sait qu'Edwards, il est... Alors les deux combattants, par contre, autant le dire tout de suite, Brady comme Edwards, ont un très bon cardio. Brady, on doute, on se dit oui, mais alors 5 rounds, Brady, non. Brady, moi j'ai pas de doute, en lutte et debout, il tient le coup au niveau de son cardio. Edwards aussi, il n'y a pas un meilleur cardio d'un côté que de l'autre. Ça, c'est une bonne chose pour le combat, pour les spectateurs. On va avoir vraiment un bon combat bien disputé, même si ça reste dans la durée. Ça sera toujours très disputé. Donc, Edwards, à l'aise à distance de kick. Ça, c'est vraiment son domaine. Distance de kick et on envoie des kicks. Plein de kicks, de très bons kicks, notamment c'est high kick. Et après, on choisit ses entrées au niveau de ses points, que ce soit pour contrer l'adversaire, au niveau des check hooks et des contres très solides dessus. Mais au niveau des kicks, oui, c'est high kick, front kick, calf kick. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre? En lutte, très bonne lutte. Mais un sol offensif moyen, il peut se faire renverser. Et debout, il va baisser sa garde en général à partir du 3e round. Il perd en responsabilité défensive. C'est pas le seul, c'est plus ou moins normal. Maintenant, effectivement, là où quand même c'est normal, mais est-ce que c'est normal pour quelqu'un, j'ai envie de dire, avec tout ce qu'il a déjà à son actif, à son passif? Je vous laisse en juger. Edwards a montré beaucoup de failles, cependant, très vulnérable à close range, vulnérable quand il a culé, et surtout, je trouve qu'il n'a pas forcément une bonne gestion de l'espace et de ses déplacements, de ses placements. D'autres choses, c'était contre Mohamed, dernier combat. Le coin, bon déjà, quand le coin lui donne des conseils, c'est très bien, parce que des fois, j'entends juste « come on ». Ouais, ok, merci, ça m'aide. Et sinon, alors c'est bien pour la motivation. Et sinon, quand il donne vraiment des conseils, je me rappelle plus que c'était le 2-1, tu vas faire ça, le middle, le 2-1, et Edwards n'arrive pas à l'appliquer sur les 5 minutes qui suivent. Un peu déçu, je suis désolé. Un peu déçu, je suis désolé, ça me désole, surtout, oui. Donc, des doutes sur Edwards, là, sur ce qui se passe, là, en ce moment.
J'ai l'impression, en plus, au fur et à mesure du combat contre Muhammad, en fait, moralement, mentalement, il avait du mal à accuser le coup de se faire dominer. De son côté, parlons de Brady. Brady, 17-1 en carrière. Incroyable. Vraiment, là, très bon score. Bravo, monsieur. Sa seule défaite en carrière, c'était contre Belal Muhammad. Belal Muhammad, si ça ne nous a pas échappé, il est actuellement champion de la catégorie. Donc autant dire que c'est une défaite qui vieillit très très bien. Alors, Brady de son côté, un striking très varié et intelligent. Excellent lutteur. Ouais, on va résumer ça comme ça. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. Parce que c'est pas le plus important dans ce match-up. Excellent lutteur. Comme j'ai dit, Edwards aussi a une très bonne lutte. Brady, donc effectivement, on le sait, des compétitions, de grappling, tout ça, machin, lui aussi, il s'en donne à cœur joie. Juste, je vais m'afficher ça sous les yeux. Donc, Brady, on l'a vu, donc Edwards, par rapport à ses derniers combats, il y a un blueprint qu'avait amené Belal Muhammad, qui était très intelligent et très bizarre au début, j'avais pas compris ce que c'était que cette histoire. Belal Muhammad, au début, je comprenais pas pourquoi il a envoyé autant son bras avant n'importe comment. Mais vraiment, je me suis dit, mais oulala, techniquement, c'est lacunaire, c'est quoi ce jab, cross jab, left hook, mais envoyer qu'est-ce qu'il fout avec ce truc? Et en fait, on le voit très vite, ça c'est au début du combat, et on comprend très vite, après 1 minute, 2 minutes, c'est toujours pour grappiller au niveau de son footwork, et ne pas rester à distance de kick de Edwards, parce que c'est là où Edwards est à l'aise. Et donc, du coup, il ne faisait que avancer, jusqu'à, déjà, la distance était rompue, et en plus, il acculait Edwards. Et c'est là pour ça qu'on voit que Edwards a du mal dans ces moments-là. Impossible, Edwards, de partir d'un côté ou de l'autre. En fait, en garde ouverte, et Muhammad arrivait très bien à l'empêcher avec son crochet du gauche, de partir sur sa droite, enfin sur la droite de Edwards, du coup, et partir de l'autre côté avec les kicks. Donc, il y avait... il se retrouvait coincé, en fait, Edwards, et ce qui m'a paru bizarre avec un combattant de cette expérience, de ne pas avoir de réponse dans ce genre de situation. Et d'ailleurs, pas besoin de réfléchir à une réponse, on a vu un Belal Muhammad chercher à lutter. Brady, très bon lutteur, et ce combat contre Burns, j'ai pas vraiment... En fait, Burns et Brady, je trouve qu'ils s'annulent avant le combat. Je me disais, ça sert à rien d'aller à la lutte. Enfin, ils vont lutter, c'est sûr, mais il y a très peu de chances qu'ils arrivent au sol parce qu'ils s'annulent tous les deux. Ils sont tellement bons tous les deux en grappling. Et tenir tête, d'ailleurs, Brady tenir tête à un grappleur du niveau de Burns, de la réputation de Burns, vraiment chapeau à lui. Voilà, il y a eu des moments du coup où Brady a quand même réussi à amener Burns au sol. En général, pendant les premiers rounds, ça durait 5 rounds, le combat. Burns trouvait très bien la défense, mais aussi si il acceptait entre guillemets de lâcher Brady sur cette phase de défendre du takedown, en fait, d'amener au sol, c'est parce que tout de suite il avait la réponse au moment de l'amener au sol pour repartir soit sur lever directement et aussi sinon chercher à l'avoir à son propre piège. Ça n'a pas forcément très bien fonctionné, il y a eu quand même 1 ou 2 phases de sol, je crois, qui se retrouvaient Brady dans la garde de mémoire. Mais en tout cas, là-dessus, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Et là, on revient à ce combat de Edwards contre Muhammad. Est-ce que vraiment, on l'a vu, c'était compliqué. Edwards a montré de très bonnes choses. On a vu Muhammad lui prendre le dos, en fait, chercher vraiment à rester dans son dos et gagner au contrôle. Edwards a pris le dos 3e round, je crois, de Muhammad. Muhammad n'a pas réussi à s'en sortir. Et on voit très bien que, par contre, Edwards lui prend le dos, il arrive à se retourner. Ça prend du temps, c'est un travail minutieux. Il y est parvenu. C'est très compliqué quand on a un très bon lutteur derrière soi. Mais on a vu que Edwards a montré quand même de bonnes choses là-dessus. Malheureusement, oui. Il perd le combat, voilà. Il perd le combat, de toute façon, il perd sa ceinture. Il y a quand même donc, comme je l'ai dit, des manques du côté d'Edwards, et c'est dur à dire parce qu'on va parler de Edwards qui est quand même le champion de la catégorie, l'ancien champion de la catégorie, qui a fait ses preuves, tout ça machin. Il y a des choses qui vont pas. Je suis désolé, il y a des choses qui vont pas. Et du côté de Brady, il y a des choses qui vont vraiment de mieux en mieux, et qu'il affronte Edwards comme s'il affrontait un champion en fait. C'est un ancien champion.
peut se dire c'est un peu tôt. Brady, au niveau de là où il en est, peut-être c'est un trop haut niveau pour lui. Mais honnêtement, la dynamique dans laquelle chacun s'inscrit, je la trouve plus en faveur de Brady. Donc d'un côté, Brady va avoir du mal à rompre la distance. Je pense que ça va être difficile pour lui, même s'il y a des blueprints qui sont possibles. Il va pas représenter non plus une énorme menace de takedown comparé à ce qu'a pu montrer Belal Mohamed. De son côté, Edwards maintenir donc par exemple Brady, comment dire ça, Edwards dans sa préparation, qu'est-ce qui va changer en fait? C'est ça, c'est dans son clan, je vais dire, ouais, dans son équipe, qu'est-ce qu'ils vont proposer? Est-ce qu'ils vont s'appuyer, travailler? Non, c'est pas possible. Travailler sur un gros point faible de Brady, par exemple, ça va être le Muay Thai. Non, Edwards va pas se mettre d'un coup à devenir un expert du Muay Thai en quelques mois. Travailler sur ce qu'il sait faire, mais travailler sur ce qu'il sait faire, travailler en gestion, travailler en ce genre de choses, travailler sur ses high kicks, qui peut être problématique pour Brady. Pareil, s'il reste à distance de kick, attention, Brady, du mal aussi à rentrer pour être vraiment à distance de boxe, distance anglaise. Et je sais pas, est-ce que Edwards, il a ses chances largement dans ce combat, mais je sais pas, j'ai des doutes sur le fait que est-ce qu'Edwards se repose sur ses lauriers, et malheureusement ses lauriers sont un peu fanés, et que là, je sais pas, je vois un Brady quand même qui de toute façon qu'est-ce qu'il a à perdre là, Brady, il va y aller à fond, donner ce qu'il a à faire, être sûrement sérieux, concentré, c'est une grande chance pour lui d'affronter quelqu'un comme Edwards après avoir battu Burns. Edwards, du gros doute sur la façon dont il va aborder ce combat, mentalement, moralement. Est-ce qu'il va montrer que il est de nouveau prêt à... Est-ce qu'il y a encore comment on dit, je sais pas, ce dog en lui, quoi, cette rage en lui? Est-ce qu'il va travailler... Ouais, c'est ça, en gestion de manière très intelligente, mais... Alors, je vois Brady vainqueur, et je vois Brady, attention, à 60% vainqueur, mais c'est quand même à mettre entre parenthèses, hein. Edwards, quand même, lourd passif derrière lui, il sait quand même gérer beaucoup de choses. Là, je le sens plus, le Edwards. Et Brady, de son côté, par contre, en fait, je trouvais impressionnant dans ses derniers combats. Et c'est ça, quand je parle de dynamique, c'est-à-dire que Edwards, dans ses derniers combats, qu'il gagne ou qu'il perde, peu importe, hein, et Brady, pareil, qu'il gagne ou qu'il perde, ce qu'il a montré était moins probant. Je vais passer à la suite. Et on va résumer tout ça, du coup. Entre-temps, entre l'enregistrement et là, le moment de faire les prédictions, de faire tout ça, là, j'ai écouté de vite fait trois analystes américains. On est plus ou moins d'accord. Alors, le Kutateladze contre Fernandez, c'est fou les cotes. Comprend pas trop les cotes là, donc Kutateladze risque de l'emporter sûrement par décision. Il y a la value sur Fernandez, mais voilà, reste quand même sur Kutateladze. Fletcher contre Loughran. On se dirige vers un Fletcher par décision. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Shona Bannon contre Tomar. Là, c'est compliqué aussi parce qu'en fait, les deux combattantes sont pas vraiment de haut niveau. Hein, c'est rien de le dire. Pour l'instant, de ce qu'elles ont montré, c'est pas le niveau. C'est pas qu'elles ont pas le niveau du UFC, mais elles sont vraiment bas de classement. Donc, alors, est-ce qu'il y a de la value sur Tomar? Est-ce qu'elle peut faire quelque chose? Je pense que de toute façon, le combat ira à la décision. Mais c'est difficile de choisir l'une ou l'autre. C'est difficile de miser sur Bannon parce que voilà, elle a pas un bon niveau. On verra. Qu'est-ce que j'ai? Leroy Duncan contre Poulyaev. Poulyaev, hein, qui a fait son premier combat après les Contender Series. Là, Leroy Duncan a beaucoup de chemin de victoire de son côté. Vraiment confiant là-dessus. Bon, le problème, c'est que voilà, les cotes, pareil, sont pas du tout intéressantes. Là. 1,18 pour 5,20, ça veut rien dire. Vucenic contre Duncan. L'autre Duncan. Alors, j'ai entendu, apparemment, ça revient, cette histoire de Vucenic qui enchaîne les soumissions, machin et tout. C'est un grand soumetteur. Ouais, je suis pas convaincu. Voilà, il se peut, hein, effectivement, qu'il soumette Duncan. Je suis pas convaincu, là, à l'heure actuelle, sur ce match-up. Alors,
bien sûr, Vucinic. Moi, je voyais Duncan, hein, dans mes prédictions, je garde mes prédictions de toute façon. Duncan vainqueur, parce que je trouve qu'il est un peu sous-coté. Surtout, il y a plus de value, hein, vu qu'il part en underdog. Mais bon, voilà, c'est vrai que cette fois-ci, il sera pas en short notice, il aura fait un camp complet, il sera bien préparé. Il a déjà fait un combat à l'UFC, donc maintenant, c'est pas le côté événement qui va le perturber ou quoi que ce soit. De là à passer une soumission, je sais pas, moi je suis pas convaincu. Est-ce que Duncan va l'emporter à la décision? C'est à voir aussi, bon, on verra ce que ça donne. On a Nathaniel Wood contre Morgan Charrière, bon ça vous avez dû en entendre parler, je pense. Parce que, voilà, combattant français. Les codes sont en faveur de Charrière, ça se comprend, mais le problème c'est que, toujours pareil, hein, s'il prend pas le KO, ça va à décision quand il les perd d'habitude. En plus là, Wood sera à domicile. Ouais, ça va être compliqué, quoi. Donc, je sais pas quoi penser de ce combat. Quoi prédire là-dessus précisément. Moi, je vois Charrière meilleur, hein, que Wood. Mais sur ma prédiction, c'est Charrière qui l'emporte. Mais pareil, hein, au niveau de résultat final, la décision, ça peut être difficile pour lui. Même s'il travaille dessus, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai quoi là? Ah oui, Gunnar Nelson contre Hollande. Bon, je vois Hollande vainqueur. Alors, il partait à l'ouverture à 2,35, Hollande. Les cotes se sont resserrés. Je crois qu'il est encore underdog, mais ça peut encore changer. Il n'y a pas de value dessus. Surtout que Hollande, de toute façon, on peut pas miser dessus. Hein. C'est quelqu'un de pas du tout fiable. Et Gunnar Nelson, pour moi, ça vaut pas le coup non plus. Alors, est-ce qu'on part sur un Nelson par soumission ou alors Hollande par KO, hein, je vois en tout cas, quoi qu'il en soit, le combat n'ira pas à la décision. Je crois que c'est tout ce qu'on peut dire. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Herbert contre Padilla. Alors c'est assez compliqué parce que moi sur l'analyse technique, Herbert, je le voyais vainqueur, je donne ma prédiction pour Herbert. Mais c'est vrai que Padilla, son atout, et ça je l'ai dit pendant l'analyse, et je vois que les autres analystes sont d'accord là-dessus, c'est que il est capable d'appliquer différentes stratégies, d'avoir des combats très différents l'un de l'autre. Et déjà ça me rassure, je me dis bon, je suis pas nul en analyse de combat parce qu'effectivement on est plusieurs à voir la même chose. Quand on regarde ces combats, ça va être des combats à chaque fois différents, et ça c'est quand même impressionnant d'arriver à appliquer vraiment un bon game plan différent à chaque fois et de réussir à appliquer des choses complètement différentes d'un combat à l'autre. C'est impressionnant, c'est très prometteur. Est-ce que ça va suffire face à Herbert? Pour moi, pas forcément, je vois quand même Herbert un peu devant, mais voilà, c'est un tricky kickboxer, Herbert, là où Padilla, et bien sûr, il a son momentum, il est plus physique, il a un meilleur skill set, il étudie son adversaire, c'est plein d'atouts de son côté. Voilà, il se peut que ça aille de son côté. Je mettrai pas une pièce sur ce combat. Qu'est-ce que aussi, quoique, ouais, je sais pas. Est-ce que ça va à la limite ou pas? Non, même pas. Je peux rien dire de précis là-dessus. Au niveau de la prédiction, ça va être très intéressant à regarder. Et surtout, Padilla, voir ce qu'il va montrer cette fois-ci dans la cage. Ça va être très intéressant. Moulima Khan. Alors du coup, changement d'adversaire, hein. On l'a vu, c'est contre Alexia Tainara. Alexia Tainara, alors Molly McCann, combattante moyenne, il n'y a pas à dire. Là, elle part underdog, mais pas suffisamment pour mettre une pièce dessus. Je pense si elle était à 3, je mettrais une pièce dessus. Je suis confiant quand même sur Molly McCann dans ce match-up parce que Alexia Tainara, je ne l'ai pas trouvée convaincante au niveau de sa victoire au Contender Series. Maintenant, quand j'ai écouté les types, ce qu'ils disaient, eux sont très confiants au contraire. Donc je me dis, j'ai peut-être loupé quelque chose concernant cette combattante, qui va faire donc du coup son premier combat à l'UFC. Eh ben écoutez, je vais voir ça, hein. Je vais voir si elle est aussi prometteuse qu'ils le disent. Moi, j'ai pas vu encore ça chez elle. Ça va être intéressant. Le combat, est-ce qu'il y aura décision? Je sais pas. Là, je peux pas. Apparemment, ouais, non, je peux pas. Je peux pas me prononcer sur l'issue du combat non plus. Je reste sur Molly McCann au niveau de ma prédiction. Cavana contre Felipe Dos Santos, grosse value du côté de Dos Santos, effectivement. Je l'ai à 3,50 et Cavana à 1,33. Effectivement, même un Dos Santos par soumission ou avant la limite, ça peut être intéressant de mettre une pièce dessus. Ou alors un Cavana par décision, je sais pas. Pour moi, je reste en dehors de ce combat, c'est sûr. Mais voilà, ça va être vraiment, encore une fois, un combat très intéressant. C'est fou, hein, les combats sur cette carte. C'est vraiment une excellente carte, hein, à l'UFC Londres. Il y a des trucs, c'est vraiment bof. Hein. Je pense au Bannon contre Tomar, par exemple. Mais effectivement, le reste, très très prometteur.
beaucoup de réponses, je pense. Notamment le prochain combat, Tibura contre Parkin. Parkin qui a vaincu. Là, il reste encore légèrement favori, hein, 1,83. Grosse value selon moi dessus, donc beaucoup le voient comme moi l'emporter. Après, c'est pas forcément par KO, hein. Il y en a qui voient des KO. Moi, je voyais un KO aussi, et finalement, il se peut que ça aille à décision, parce que Tibura peut l'enquiquiner quand même, peut être difficile à accueillir. Je pense que Parkin va l'emporter par KO. Dans ma prédiction, je dirais ça. Maintenant, je mettrai juste une pièce sur Parkin en tant que vainqueur, hein, sur la money line. C'est vrai que Parkin s'entraîne quand même avec Aspinall. Il est patient, il choisit ses frappes. Il est vraiment pas dégueu, apparemment, en lutte au sol. Moi, j'ai loupé ça. Mais ouais, voilà. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ah oui, j'ai oublié de dire le Gunnar Nelson contre Hollande. Statistique assez rigolote. Depuis le dernier combat de Nelson, Hollande a eu le temps d'en faire 7. Donc c'est pour vous dire à quel point il y a un écart d'activité entre les deux. Revenons aux prédictions et au challenge. Blachowicz contre Hulberg. Voilà, on voit effectivement Hulberg l'emporter. Hulberg va être très très sensible au low kick, hein, c'est vraiment le problème. Enfin, là, il faudra qu'il travaille dessus dans ce match-up, parce que Blachowicz risque de lui faire mal là-dessus. Là, on est d'accord. Maintenant, là aussi, hein, Blachowicz classé 3ème, je crois, Hulberg 6ème. Il va prendre ce combat au sérieux pour entrer dans le top 5. Pas vraiment d'adversité de son côté à part Ozdemir. De son côté, Blachowicz, bon voilà, on sait ce qu'il a eu comme opposition jusque-là, mais le problème c'est que il a 41 ans, il sort d'une chirurgie, enfin d'une opération à l'épaule. Voilà, c'est comment se remettre à cet âge-là d'une opération, ça risque d'être difficile pour lui. Donc on voit Hulberg l'emporter, je pense qu'Hulberg l'emportera par décision. Je mettrai même une pièce sur Hulberg par décision, je pense. Enfin, le main event, Edwards contre Brady. Alors Edwards contre Brady, voilà, ça va être toujours... c'est difficile parce que Edwards il était parti quand même pour affronter Jacques Della Maddalena. Il peut travailler sur un game plan, quelque chose, et puis là, on lui annonce à 2 mois du combat que ça change, peut-être 2 mois maximum. Hein. Donc, il faut qu'il change aussi sa préparation. Bien sûr, c'est notre préparation, il y a quand même le temps, c'est pas vraiment un short notice. Mais est-ce qu'il a le temps de se préparer contre Brady en 2 mois alors qu'il était travaillé sur autre chose? Il faut qu'il change sa stratégie. Ensuite, ouais, autre statistique, hein, sur ses 4 derniers combats, il était quand même amené au sol 20 fois. Ça peut être problématique ici. C'est ce qui nous oriente plus, voilà, vers un Brady sûrement par décision. Mais voilà, c'est cette question de distance, hein, distance entre les deux combattants, debout, qui va être probablement l'avantage d'Edwards. Donc voilà, il n'y a pas une pièce à mettre dessus. Même, je suis même pas sûr, hein, le Edwards contre Brady va à la décision. Il se peut qu'on ait peut-être une surprise aussi, donc surtout que, ouais, non, ça vaut pas vraiment le coup. Voilà donc pour cette carte, pour ce résumé. On se retrouve, la suite, c'est quoi? La suite, je crois que c'est Mexico City, il faut que je vérifie. Mais voilà, ça risque d'être aussi très intéressant. En attendant, prenez soin de vous, et à bientôt.